Insécurité au Burkina Faso, 2 enseignants enlevés dans le nord du pays ont été retrouvés morts à Koutoukou. L'opposant congolais Eugène Diomine Dongala a été libéré ce jeudi à Kinshasa. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Puis au Brésil, l'ex-président Michel Temer a été arrêté ce jeudi à Sao Paulo, et ce moins de 3 mois après avoir quitté le pouvoir. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous. 2 enseignants burkinabés enlevés en début de semaine ont été retrouvés morts à Koutoukou, dans une région du nord du Burkina Faso. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Voici les détails. Nouvelle preuve de l'insécurité grandissante au Burkina Faso. 2 enseignants enlevés ont été retrouvés morts à Koutoukou, dans une région du nord du pays. Les 2 hommes avaient été enlevés sur l'as Thibaut-Kongoussi par des individus armés. Selon une source sécuritaire, les corps des enseignants ont été retrouvés par des habitants de Koutoukou qui ont alerté les forces de l'ordre. Les 2 corps portaient des impacts de balles et les constats ont révélé qu'ils avaient été exécutés quelques heures avant leur découverte. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les responsables de ce double homicide. En proie depuis 4 ans à des attaques terroristes de plus en plus régulières et meurtrières, le Burkina Faso est également confronté à une multiplication d'enlèvements. Un prêtre burkinabé a été enlevé dimanche dernier près de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans la région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali. Plusieurs ressortissants étrangers ont également été enlevés ces derniers mois au Burkina. Un Italien, Lucas Tacheto, et sa compagne canadienne, Edith Bless, sont portés disparus depuis mi-décembre, alors qu'ils devaient faire la route entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. En septembre 2018, un Indien et un Sud-Africain ont été enlevés sur la mine d'Ordinata au nord-ouest. En République démocratique du Congo, l'opposant Eugène Diomine Dongala a été libéré ce jeudi à Kinshasa. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle accordée par le président Félix Tshisekedi. Condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur en 2014 sous la présidence de Joseph Kabila, l'opposant Eugène Diomine Dongala a été libéré ce jeudi à Kinshasa. Le président de démocratie chrétienne a bénéficié d'une libération conditionnelle décidée par le ministre de la Justice sur ordre du président Félix Tshisekedi. Alessi Tambwe Mwamba, nommé sous la présidence Kabila et toujours en place dans l'attente de la composition d'un nouveau gouvernement, a soumis la libération d'Eugène Diomine Dongala à plusieurs conditions. Il ne doit pas s'approcher d'une école pour filles mineures, ne pas quitter la République démocratique du Congo, se présenter régulièrement à la justice et ne pas participer à des activités politiques qui troublent l'ordre public. À sa sortie de prison, l'ex-député a déclaré qu'il se considérait comme un prisonnier politique. Plus jamais les Congolais ne devront subir ce que j'ai subi à cause de mes opinions publiques. Plus jamais la justice de notre pays ne devrait être instrumentalisée, a-t-il affirmé à ses partisans. Eugène Diomine Dongala a également remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette remise en liberté d'Eugène Diomine Dongala survient 5 jours après celle de 2 autres opposants emblématiques, Franck Diongo et Firmin Yangambi. Selon la présidence, la grâce présidentielle pourrait profiter à 700 personnes au total. Les leaders de la coalition Lamouka sont réunis à Bruxelles plus de 2 mois et demi après la présidentielle en République démocratique du Congo. Il y aura question, d'après plusieurs sources, d'évaluer la situation d'après-élection du 30 décembre dernier. C'est la première fois que les leaders de la coalition Lamouka se retrouvent autour d'une table depuis la présidentielle en République démocratique du Congo. Alors que le candidat Martin Fayoulou continue de revendiquer la victoire, ils espèrent se mettre d'accord sur une stratégie commune pour sortir de cette impasse post-électorale. Ainsi donc, au cours de cette rencontre, Jean-Pierre Bemba, Antipa Mboussa Nyamouissi, Freddy Mutungula, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou vont passer en revue la situation politique de la République démocratique du Congo et décider de l'avenir de la Mouka. Une coalition
qui continuent de revendiquer la vérité des urnes de la présidentielle du 30 décembre dernier. Selon eux, ce scrutin avait été remporté par Martin Fayoulou. Sur le fond, quasi rien n'a filtré de la réunion. Sur un éventuel dialogue avec Félix Tshisekedi, les participants sont restés évasifs. Officiellement retenus à Londres par une obligation familiale, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, était représenté ce jeudi à Bruxelles par l'un de ses conseillers, Frédéric Bola. Selon plusieurs sources, les discussions qui devraient durer 48 heures pourraient être prolongées jusqu'à samedi pour permettre à Moïse Katumbi d'être présent. Ces derniers temps, les trois principaux leaders Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont beaucoup échangé et se seraient mis d'accord sur les grandes lignes d'un projet de déclaration. Au Bénin, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a tenu ce jeudi un point de presse à Cotonou. Objectif, faire le point du tête-à-tête qu'il a eu avec le président Patrice Talon afin de trouver une porte de sortie à la crise préélectorale née de la réforme du système partisan du pays. Selon l'ancien chef de l'État, le président Patrice Talon est disposé à faire baisser la tension non seulement en revenant aux lois qui ont permis son élection en 2016, mais aussi en examinant favorablement la proposition d'une loi d'amnistie en faveur des Béninois actuellement en exil. J'ai rencontré le chef de l'État. Et comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays et à renouer avec les acquis de la conférence nationale. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher la Constitution de 1990. Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Gaillé d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. Direction la Centrafrique, plus précisément à Bambari, où il est devenu rare d'entendre des détonations d'armes. Dans cette ville du centre du pays où des combats ont éclaté en janvier entre les casques bleus et un groupe armé, la vie a repris son cours peu avant la signature de l'accord de paix début février. Reportage. Malgré le retour à la normale à Bambari, les murs criblés de balles du centre-ville et les nombreux checkpoints tenus par les casques bleus et les forces centrafricaines rappellent la fragilité de ce calme retrouvé. À l'extérieur de la ville, les groupes armés font toujours la loi. L'accalmie dans la ville de Bambari est arrivée bien avant les accords de Khartoum, à travers les opérations militaires de forces népalaises et portugaises. Donc il y avait déjà l'accalmie avant les accords de Khartoum, et les accords de Khartoum n'ont fait que renforcer cette sécurité. En janvier, la ville a été le théâtre de violents combats entre les casques bleus et l'Unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC, un groupe issu de la coalition à majorité musulmane de la Séléka qui a pris Bangui en 2013. Ces affrontements à Bambari ont fait au moins 6 morts et plus de 30 blessés. Maintenant, nous attendons tous de nous retrouver à Addis Abeba pour se retrouver clairement dans l'accord et aller de l'avant. Pendant ce temps, sur le terrain, nous continuons toujours la sensibilisation. Il y a même le pasteur de l'église d'Enlinda qui est passé par ici pour sensibiliser. Les dispositions de l'accord de paix, le 8e depuis le début de la crise en 2013, sont en train d'être diffusées et vulgarisées, affirment les autorités locales et les responsables de groupes armés. Malgré cette bonne volonté affichée, le chemin semble encore long avant une paix durable. 2 semaines auparavant, un affrontement entre UPC
et anti-Balaka a également eu lieu à Lyoto, ville située à plus de 100 km au sud de Bambari. Ces groupes armés ont créé la désolation dans Lyoto. La population a fui, il y a eu un déplacement massif de population. La ville est vide, les gens ont abandonné leurs maisons. Depuis lors, la MINUSCA a déployé des forces sur place qui sécurisent la zone. À Bambari, le calme semble revenu, mais la population, elle, reste prudente, voire résignée. Puis au Brésil, l'ancien président Michel Temer a été arrêté ce jeudi à Sao Paulo dans une ramification de l'enquête anticorruption lavage à taux, entendez lavage express. Son arrestation intervient moins de 3 mois après qu'il ait quitté le pouvoir. Soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle qui négociait des pots de vin sur des contrats de construction dans la centrale nucléaire d'Angra 3, l'ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté dans la matinée de ce jeudi. Son arrestation entre dans le cadre d'une opération anticorruption baptisée Radioactivité qui enquête sur des détournements de fonds et des versements illicites pour une organisation criminelle dirigée par lui-même. L'ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté sur l'ordre d'un juge fédéral, de même que l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Moreira Franco, et de 6 autres personnes, dont des hommes d'affaires. Michel Temer, qui a quitté le pouvoir à la fin 2018 après près de 2 ans et demi de mandat, fait l'objet au total d'une dizaine d'enquêtes pour corruption. Il est le 2e président du Brésil, pris dans les rayons de l'enquête lavage express après l'ancien président de gauche Lula Inácio Lula da Silva, condamné à 2 peines de plus de 12 ans de prison chacune pour corruption et blanchiment d'argent. Lula est derrière les barreaux depuis près d'1 an. Lancée il y a exactement 5 ans, l'enquête lavage express a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil autour de contrats du groupe public pétrolier Petrobras et avec des grands groupes du BTP. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.